Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Santé en question. Aujourd'hui, intéressons-nous à un pilier majeur de notre système de santé, la Haute Autorité de Santé, mieux connue sous l'acronyme de HAS. Depuis sa création, elle a pour vocation d'apporter éclairage et recommandations pour assurer une médecine d'excellence en France. Elle est supposée jouer un rôle primordial dans l'évaluation des médicaments, des dispositifs médicaux et des pratiques professionnelles, influençant ainsi le quotidien de chacun d'entre nous, professionnels de santé. Alors nous vous proposons une exploration sans tabou du rôle, des enjeux et des défis de la Haute Autorité de Santé avec notre invité, le professeur Lionel Collet, président de la HAS depuis le mois d'avril. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. À mes côtés pour animer cette émission, vous commencez à en avoir l'habitude, le docteur Jean-Paul Ortiz, qui était il y a encore peu le président de la CSMF. Bonjour. Bonjour Jean-François. Jean-Paul, on commence par une question. Tout organisme, aussi influent qu'il soit, ne peut échapper à son lot de critiques. Zone grise, ambiguïté, décisions parfois contestées. Comment la HAS navigue-t-elle entre louanges et contestations ? Et surtout, comment les professionnels de santé perçoivent cette institution et ce qu'elle produit, en particulier ses recommandations, les résultats de certification, etc., etc. Comment, monsieur le directeur, Monsieur le Président, vous analysez ce que finalement l'HAS fait, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé, et après on verra vis-à-vis des usagers. Il y a plusieurs aspects dans la question qui est soulevée là. Le premier aspect, c'est il y a des critiques. La HAS, elle a parmi ses valeurs la science. Et quand on a pour valeur la science, ça veut dire qu'on a le doute et qu'on veut des faits précis, des démonstrations. Donc qu'il y ait des critiques, ça nous paraît tout à fait normal. Nous sommes là pour quoi ? Nous sommes là pour, d'abord, entendre ce qui est dit. Moi, j'ai bien conscience des attentes de la population, et je les comprends, que ce soit aussi bien les pouvoirs publics que les patients, que ce qu'on appelle les usagers aujourd'hui, ou que les professionnels de santé. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Je veux dire, les trois grands défis pour nous, c'est l'accès rapide à l'innovation, parce que tout le monde souhaite rapidement pouvoir bénéficier des traitements les plus modernes, les plus innovants. C'est aussi s'assurer que nos établissements de santé sont de la meilleure qualité possible, parce que chacun veut savoir où il va aller. Et c'est nous qui certifions ces établissements de santé et qui évaluons, directement ou indirectement, des établissements sociaux et médico-sociaux. Et donc, nous voulons être certains de la qualité de nos certifications. Et puis, le troisième point, chacun veut être pris en charge le mieux possible. Donc, être sûr que le professionnel de santé, il applique, on va dire, l'état de l'art dans son domaine. Et donc, nous élaborons des recommandations. Et ces recommandations, elles doivent être rigoureuses, elles doivent être sûres, mais elles doivent être évolutives. Et ça, c'est notre travail de qualité. Et ce sont ces aspects-là qui peuvent effectivement justifier des attentes que j'entends parfaitement. Je pense qu'on va essayer de développer ces différents points. Tout à fait. Alors, vous avez bien dit que parler de critique, la critique, c'est un outil pour avancer. Ce soir, on va se plonger au cœur de ces questions. On met en lumière à la fois les réussites de la HAS, mais aussi ces zones d'ombre qui font débat. Et quelle direction notre invité du jour, qui est président depuis 6 mois, souhaite-t-il donner à la HAS pour les années à venir ? Eh bien, je vous pose tout de suite la question. Oh là. Écoutez, on est clair. Vous pouvez répondre rapidement. Hein. Non, très vite. La HAS, pour moi, c'est un établissement, une institution fondamentale pour expertiser la qualité de nos systèmes de santé, mais surtout pour aider les décisions de chacun d'entre nous, c'est-à-dire aider les décisions des pouvoirs publics. Quand on va prendre une décision sur un médicament, sur un produit de santé, sur un établissement, aider les décisions des professionnels de santé. Comment est-ce que je prends en charge ce patient ? Ce sont les recommandations qu'on évoquait. Mais c'est aussi aider les décisions des patients et des usagers, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans leur participation au titre de la démocratie sanitaire, justement, à cette prise en charge, et aussi dans le choix de l'établissement de santé qui va les prendre en charge. Jean-Paul, quel est le premier rôle sur lequel vous l'assistez ? Un champ aussi vaste, autour de l'efficacité, l'utilité, le bon usage des médicaments, la certification des établissements, etc., tel que vous l'avez décrit, Monsieur le Président. Est-ce que ça n'est pas un frein à l'innovation ? Est-ce que finalement, la référence que vous faites à la science ne va pas retarder l'arrivée de l'innovation en France, quel que soit le domaine ? Alors, je sais que ça fait partie des grandes questions. Pour beaucoup, dès qu'il y a une nouveauté, c'est forcément une innovation. Et donc, elle doit être mise en œuvre. Nous, il nous faut des fondements scientifiques, des fondements solides. Lorsqu'ils sont insuffisants, ce sont des consensus d'experts, mais on ne peut pas se permettre d'engager auprès des pouvoirs publics une position sur un produit de santé, si je ne prends que l'exemple d'un produit de santé, qui ne soit pas fondé sur la science. Vous n'êtes pas un peu trop le gardien du passé
Je crois pas. Je crois que la HAS, c'est tout sauf un mausolée. Je crois vraiment que c'est une structure qui est évolutive, parce que les méthodologies sont évolutives. Prenons la commission de la transparence, qui évalue les médicaments. Je vais venir et je vais vous poser une question précise là-dessus. Je vous écoute. Bon. Elle a fait évoluer sa doctrine d'évaluation en février dernier, en acceptant d'intégrer ce qui était inconcevable avant, ce qu'on appelle les comparaisons indirectes. C'est-à-dire qu'avant, on était dans le schéma très classique, du gold standard, il faut un groupe de comparaison, il faut que ce soit randomisé. Eh bien, on admet actuellement que la comparaison peut devenir indirecte, et elle a déjà même évalué favorablement un produit, récemment, il y a quelques semaines, avec une comparaison indirecte. Vous avez... Allez-y sur votre... Une question assez précise, justement, sur le problème de l'ASMR. Ce qu'on appelle... Alors, expliquez-nous ce qu'est l'ASMR, tout le monde ne connaît pas. C'est les médicaments. Allez-y, monsieur le Président. Non, l'ASMR, c'est l'amélioration du service médical rendu. Pour faire simple, lorsqu'il y a un médicament, d'abord, est-ce qu'il rend un service ? Je passe de côté ce que fait la NSM, l'agence du médicament, qui évalue son bénéfice-risque absolu. Nous, on regarde, est-ce qu'il a un service médical rendu ? Et vous ensuite, mettez une note. On l'évalue. Il y en a un, il n'y en a pas. Et ensuite... Est-ce qu'il améliore le service médical rendu aujourd'hui par les produits qui sont déjà présents ? Mais vous mettez des notes, c'est ça. Alors, il y a un ASMR qui va entre 1 et 5. 5, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amélioration du service médical rendu, mais je pense qu'on va en parler du 5. Monsieur le Président, j'ai repris les derniers dossiers qui ont été faits, un peu plus de 500 sur une année pleine. Sur 500 médicaments évalués, en ASMR 3... C'est-à-dire 3, ça veut dire... c'est le milieu. Mais c'est une bonne évaluation, c'est une belle évaluation. 15 seulement, ouais. Les autres étant au mieux en 4 et la plupart du temps en 5. Ouais. Je vais vous prendre l'exemple d'un groupe de médicaments, pour ne pas citer un médicament, parce que sinon on va nous accuser d'être encore vendus à l'industrie pharmaceutique, les glyphosines. Dans ma spécialité, la néphrologie, et en cardiologie, c'est une révolution, au même titre que les IEC et les sartans. Or, les glyphosines, vous avez mis un SMR 5 en 2014 et 2015, alors qu'elles étaient déjà commercialisées aux États-Unis, et que, dans ma pratique, je faisais des ordonnances pour que les patients aillent se les chercher en Espagne, et c'était la même chose dans le nord de la France pour qu'ils aillent se les chercher en Belgique, et vous n'avez généreusement attribué un SMR 3 qu'en octobre 2021. On a l'impression que l'accès à des révolutions de groupes médicamenteux, je ne parle même pas d'un médicament, sont très retardés en France, Monsieur le Président. Alors, moi, je vais répondre, M. Ortiz, que je ne partage pas ça. Je n'étais pas là en 2014-2015, je n'étais pas là en 2021, donc je suis très à l'aise sur ces questions. Ce que j'observe, c'est que si on regarde sur les 12 derniers mois, lorsqu'il y a eu des évaluations de médicaments considérés comme innovants par l'industrie, et que l'HAS a dit non, nous considérons qu'il n'améliore pas le service médical rendu, qu'il y a eu derrière des pétitions d'éminents spécialistes, des associations de patients qui demandaient d'avoir l'accès, et nous avons dit non, il n'y a pas de fondement. Nous avons des exemples de ces produits qui, ensuite, d'autres pays nous ont totalement suivis dans l'évaluation. C'est-à-dire que nous ne voulons pas être sur l'émotion, nous voulons être sur la science chaque fois. Donc, je ne peux pas répondre sur les glyphosides 2014-2015, Monsieur Ortiz, je ne répondrai pas là-dessus parce que on a Agnès Buzyn au téléphone. Non, pardon. Je ne les ai pas. 2014, c'est un peu Jean-Luc Rousseau encore, oui, si vous me permettez. Voilà. C'est vrai. Bon. On le salue, d'ailleurs, il nous regarde. Mais donc, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais j'insiste vraiment sur ce point. Il faut regarder sur la durée. Là, vous me donnez un exemple d'un produit qui a été finalement reconnu par l'HAS ultérieurement. Moi, je peux vous citer des exemples de produits... Beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens. J'entends, mais je n'ai pas les éléments, donc je préfère... Mais moi, je peux vous parler de produits pour lesquels nous avons été attaqués parce que nous avions dit non, ils ne sont pas innovants, et après, on s'est rendu compte que les autres pays l'ont dit aussi. Donc il faut aussi regarder cet aspect-là. Dites-moi, justement, parlons-en, puisque vous parlez d'autres pays, on voit que certains pays ont pris des décisions avant vous. Vous n'avez pas des communications étroites, parce que l'Europe, c'est quand même pas le bout du monde. Alors ça, c'est peut-être qu'on va en parler. Il y a l'équivalent de la HAS, ou des équivalents à peu près partout en Europe. Moi, je connais que le NICE. Le NICE, alors là, on n'est plus en Europe, si vous me permettez. Ah oui, c'est vrai, vous allez le dire. Mais vous avez raison, il y a le NICE. Il y a l'IQWiG en Allemagne, si on veut comparer. Et l'ensemble de ces HAS, qu'on appelle les HTS, ceux qui vont évaluer les technologies de santé, sont regroupés
ces responsables d'agence autour d'un groupe, on va dire, informel, qui s'appelle le HAG, qui est la réunion des responsables d'agence. Il se trouve que ma prédécesseur, Dominique Le Guludec, en était la vice-présidente, et que j'ai été aussi élu après vice-président. Donc nous nous réunissons tous les mois, le bureau, pour examiner la mise en place d'un règlement européen sur cette évaluation, pour homogénéiser... Et vous ne voyez pas quand il y a des différences aussi criantes que là nous avons les informations, bien sûr, mais c'est les commissions. Chez nous, c'est la commission de la transparence qui a l'élément. Alors justement, quand on va... Vous faites des recommandations sur les bonnes pratiques médicales. C'est une des premières choses destinées à guider les professionnels de santé dans leurs pratiques quotidiennes. Comment vous faites pour... C'est des dossiers tellement vastes. Comment arrivez-vous à gérer tout ça et en faire en sorte que ça soit des bonnes pratiques? Alors, là encore, il y a plusieurs aspects. D'abord, il y a le choix du sujet. Donc, nous avons des saisines, nous avons une décision du collège pour choisir les sujets sur lesquels nous travaillons. Qui fait les saisines? Alors, les saisines, ça peut être des saisines ministérielles, ça peut être des saisines qui viennent de l'assurance maladie, des associations de patients, des CNP, des sociétés savantes, pour faire simple, et ils nous proposent. Mais c'est nous qui devons élaborer notre programme de travail, parce qu'on ne peut pas non plus répondre à l'ensemble, et en fonction de la pertinence du sujet en termes de santé publique, de l'avancée des connaissances, y a-t-il effectivement des données nouvelles qui justifient d'actualiser, par exemple, une donnée. Donc ça, c'est le premier aspect des recommandations. Alors juste un point là, vous êtes combien de personnes pour faire ça? C'est qui fait ça? Alors je vais vous dire, on a un service des bonnes pratiques qui, alors à la louche, je dirais, doit avoir entre 40 et 50 personnes. Mais ce n'est pas le nombre qui compte, c'est que nous avons des experts autour. Oui, ben c'est... Voilà. Et les experts autour... L'HAS, globalement, c'est un peu plus de 1600 experts. D'accord. Mais ça comprend dedans plus de 800 experts qui sont là pour évaluer les établissements de santé, pour les certifier. Donc en gros, on est à peu près un peu moins de 1000 experts pour évaluer tout. Je ne comptais pas vous poser la question, mais vous avez évolué sur les conflits d'intérêts, justement, puisque de très bons experts qu'on fréquente tous les jours ne pouvaient pas aller, et qu'en fin de compte, ça privilégiait ceux qui font rien. Ce que vous appelez évoluer, certains vous demandez si on a involué. Ce qui est quand même un autre aspect, si vous me permettez. Est-ce qu'on sort d'une rigueur absolue où la France, effectivement, est très exigeante. Elle est très exigeante. Pas de lien d'intérêt, ou alors... S'il y a des liens d'intérêt qu'on peut considérer comme mineurs, la personne peut siéger, mais doit se déporter du produit sur lequel elle a un lien d'intérêt. Si c'est majeur, aujourd'hui, nous auditionnons les parties prenantes. Dès lors que c'est un expert de grande qualité et qui a des liens vraiment qui peuvent confiner au conflit d'intérêt, mais il a une compétence, nous l'auditionnons, mais il ne prend pas part à la délibération. D'accord. Mais, excusez-moi. Mais c'est une question essentielle, les liens d'intérêt. Oui, c'est une question importante. Vous savez, avant chacune de nos réunions du collège, chaque semaine, nous avons un déontologue à la HAS, qui est un ancien magistrat de très très haut niveau, ancien conseiller de justice d'un Premier ministre. Il épluche tous les liens d'intérêt de chacun des membres du collège en fonction de chaque point de l'ordre du jour. Et informe qu'on doit ou non se déporter sur tel point. Et il n'y a pas très longtemps, je voyais qu'une des membres du collège devait se déporter sur un sujet pour un médicament. Je dis, mais attendez, cette dame n'a aucun lien d'intérêt que je vois avec l'industriel du médicament. Il me répond oui, mais elle a lien d'intérêt avec l'industriel du comparateur du médicament. C'est pour montrer le niveau sur lequel on tient à faire attention. Revenons aux recommandations de bonne pratique pour les professionnels dont on parlait avant de parler des experts, justement. Au niveau des professionnels, on a vraiment le sentiment que l'HAS produit beaucoup, quelquefois... il faudrait qu'elle actualise un peu plus vite. Ça, c'est plutôt pas mal. Moi qui reçois, faut quand même... Non, c'est plutôt pas mal. Mais la question que nous nous posons, c'est comment améliorer l'utilisation de ces recommandations, pénétration de ces recommandations dans la pratique du professionnel. Et on se rend compte que là, on bute. On critique souvent en disant c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est pas assez simplifié. Comment peut-on progresser là-dessus ? Alors, il y a eu, avec ma prédécesseur, un comité qui s'appelait Comité d'impact des recommandations et qui a travaillé sur ce sujet et qui a rendu ses travaux à la fin de l'année dernière, au début de cette année. En réalité, il faut distinguer plusieurs aspects. D'abord, la quantité de recommandations, le nombre. Beaucoup de recommandations aujourd'hui ne sont pas élaborées par la HAS, mais par des sociétés savantes et sont développées à ce titre-là. Ensuite, il y a la diffusion, c'est-à-dire la manière dont ça va être considéré. Alors, ce que je vais vous dire n'est pas un scoop, parce qu'on va l'annoncer. Il y aura, dans les jours prochains, l'ensemble des CNP, des conseils nationaux professionnels, vont recevoir une invitation à l'HAS à travailler, et nous allons leur proposer de participer avec nous à la labellisation de leurs recommandations. C'est-à-dire que nous voulons entrer dans un système où les sociétés savantes
élabore des recommandations selon un référentiel établi par la HAS, qui comprendra notamment la question des liens d'intérêt, accompagnés par la HAS, c'est-à-dire on ne les laissera pas faire tout seul, il y aura du temps de la HAS pour les accompagner, et à la sortie, ce seront des recommandations de la société savante, avec un label en plus de la HAS. Ce qui nous permettra, si nous réussissons cette opération, d'avoir plus de recommandations en France, qui recommandent à ces critères, et pour la question précise de M. Ortiz... Lui, il cherche à avoir la HS pour les nuls. Hein. C'est le bouquin qu'il cherche. Hein. Non. Et pour répondre à la question de M. Ortiz, il me semble que les professionnels suivent d'assez près les recommandations de leur société savante. C'est-à-dire qu'ils sont en prise plus directe avec leur société savante. Et je pense que c'est aussi un moyen pour développer, faire mieux connaître, mieux diffuser ces labellisations et ces recommandations. Donc voilà. Là, je vous donnais un semi-scoop, puisque je pense que le courrier était à ma signature hier, donc il devrait partir incessamment. En ce qui concerne justement les recommandations, ne faudrait-il pas, dans ce mouvement-là, avec les CNP, en profiter pour aller vers le développement de la culture de la pertinence dans nos activités, qui est quand même l'enjeu majeur pour gagner en efficience dans notre système de santé? Alors, je vais vous dire comment j'aborde la question, un peu différemment de mes prédécesseurs. D'abord, un rapprochement avec les conférences de doyens. Parce que je considère que la pertinence, elle commence déjà pendant les études. Formation initiale, formation continue. Et donc, nous avons des réunions avec les responsables pédagogiques des conférences de doyens. Je dis bien des conférences de doyens, médecine, mais pas uniquement médecine. D'autre part, cela va peut-être vous étonner, mais j'ai une réunion avec les associations d'étudiants. Parce que je crois qu'il faut sensibiliser les étudiants à la pertinence et aux recommandations et leur faire connaître ce qu'est la HAS. Donc pour nous, c'est un des moyens, effectivement, de levier sur la question de la pertinence, qui est une question fondamentale dans notre pays. Agnès Buzyn s'y était déjà attaquée, à la fois comme présidente de la HAS, puis comme ministre. Certification des établissements de santé, qu'est-ce que vous garantissez la qualité, la sécurité des soins? Comment vous d'ailleurs, en règle générale, vous appréhendez l'efficacité de la HAS? Vous avez des indicateurs C'est une très très belle question que vous me posez là, monsieur Lemoine. Non, mais véritablement, merci. Parce que la question, elle est fondamentale comme question. Ça rejoint celle de monsieur Ortiz. Comment est-ce qu'on peut apprécier que les recommandations sont ou non mises en œuvre? Finalement, elles sont connues. Ça fait partie aussi de mes thèmes de travail, qui est l'élaboration d'indicateurs pour la HAS, du devenir des productions de la HAS. Ça, c'est indiscutable. Sur la certification, nous avons un nouveau référentiel de certification depuis 2 ans, qui est fondé non pas sur les processus, mais sur les résultats. Bien. Pour donner un chiffre, il y a en France à peu près 2400 établissements de santé qui doivent être évalués une fois tous les 4 ans. Nous en sommes déjà, avec le nouveau référentiel, un peu plus de 1000. Donc on commence à avoir une vision assez bonne. On les certifie avec des experts qui sont ce qu'on appelle des experts visiteurs, qu'on forme, qu'on prépare et qui vont y aller. À l'arrivée, il y a 4 possibilités de mention pour un établissement de santé. Il est certifié avec une mention haute qualité des soins, il n'est pas certifié, ou il est certifié sous condition. Certifié sous condition signifie qu'il a 1 année pour répondre aux points que nous avons soulevés d'amélioration, et qui doivent le conduire soit à être certifié, soit malheureusement à ne pas l'être. Alors je vais vous donner quelques chiffres. En France, c'est environ 85% des établissements qui sont certifiés. 85% certifiés ou certifiés avec la haute qualité des soins, c'est à peu près 15%. Ce qui veut dire que globalement, nos établissements, ils sont très bons. Mais il y a 2% d'établissements non certifiés. Cela, c'est une radiation, c'est quoi? Je vais vous répondre. Et à peu près 14% de certifiés sous condition. La HAS, autorité publique indépendante, n'a pas de pouvoir de sanction. Nous n'avons pas de pouvoir de sanction. Alors vous dites, vous n'êtes pas certifié, ça y est, circulez. Nous informons le directeur général de l'ARS correspondant. Qui, lui, doit prendre des sanctions. Qui, lui, doit prendre des décisions qui peuvent aller depuis l'inspection, la visite, jusqu'à effectivement la fermeture éventuelle. Et vous êtes suivi de l'établissement. Alors, nous avons des échanges, et je peux vous dire que je n'ai pas vu encore une seule fois, depuis que je suis là, qu'une non-certification ne conduise à ce que rien ne se passe. D'accord ? Pour le moment, je ne l'ai jamais vu. Il y a toujours une réaction de l'ARS et qui conduise à soit des rapprochements entre cet établissement et un plus gros établissement dans l'environnement, et à faire un certain nombre de propositions pour qu'ils corrigent effectivement ça. C'est une véritable question, mais qui va très loin, votre question sur la certification. Vous savez qu'aujourd'hui, mais vous l'aborderez peut-être, qu'il y a la question du financement des établissements de santé. Et dans le financement, il y a la question de la part de la qualité, ou du financement à la qualité. Nous souhaitons à la HAS que
la certification soit prise en compte Dans le financement. dans le financement de la qualité. Ça paraît très logique. Il nous paraîtrait assez logique que ceux qui ont la haute qualité des soins, eh bien, ils reçoivent plus que ceux qui seraient non certifiés, par Je exemple. trouve que les indicateurs sont pas les mêmes que ceux utilisés par l'HAS, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a quand même des problématiques d'alignement pour que le rôle de l'HAS soit bien pris en compte dans ce contexte-là. Je voulais vous poser une question justement sur la certification des établissements et les professionnels qui exercent dans les établissements. La critique qui a été faite, qui continue à être faite sur cette certification, c'est que c'est un processus qui apparaît comme très bureaucratique et qui ne pénètre pas assez auprès des professionnels. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer, Monsieur le Président, d'avancer plus pour que vraiment ça soit pris en compte par l'ensemble de la chaîne des soignants? On parle vraiment de la certification ou de l'accréditation des professionnels? Je parle de la certification des établissements. On est bien des établissements. Et le corollaire de ça serait de dire, est-il légitime de certifier la globalité de l'hôpital ou, et les Français en sont friands d'ailleurs, on l'a vu avec le classement du point, est-ce qu'il ne faudrait pas descendre un peu plus sur au moins le service, voire la pathologie, comme le faisait le point? Alors, je rappelle que la certification, c'est une disposition législative. C'est-à-dire, les établissements ont l'obligation d'être certifiés, soumis à certification, plus exactement. Et il a été confié à la HAS l'outil, enfin, le fait de décider de ces modalités-là. Moi, le retour que j'ai des établissements de santé, et d'établissements très prestigieux, pour ne pas citer l'APHP là-dedans, c'est que les établissements redoutent l'arrivée de l'équipe de certification et s'y préparent. Mais j'observe a posteriori que beaucoup sont très satisfaits. Alors, non seulement lorsqu'ils ont été bien certifiés, mais des retours qu'on leur fait sur l'analyse de leur fonctionnement et sont vraiment partie prenante. Alors, il est vrai qu'on est dans une période très compliquée en termes de ressources humaines pour les établissements de santé, et nous en sommes parfaitement conscients à la HAS. Mais moi, les retours que j'ai me paraissent de bons retours d'investissement des équipes. Alors, bureaucratique, oui ou non, c'est élaboré quand même avec les professionnels, de tout ce qu'on a fait sur la certification. Mais effectivement, il y a un moment où il y a une liste de critères qu'il faut remplir. On va changer un peu de sujet parce que le temps passe. On a beaucoup parlé des professionnels de santé. On n'a pas du tout parlé des patients et des usagers. Qu'est-ce que vous faites et comment vous informez? Bon, alors, d'abord, lorsque la HAS a été créée, c'est la loi de 2004, il n'était pas possible réglementairement d'inclure des usagers dans les commissions dites réglementées. On ne pouvait le faire que dans les commissions créées par la HAS et non pas créées par un texte juridique officiel. Et la HAS a d'emblée s'est rapprochée des usagers pour les faire rentrer dans les commissions et ils pouvaient rentrer. En 2008, la HAS a élaboré un guide pour les usagers. Et un guide sur comment les usagers peuvent participer aux travaux de la HAS. Et puis ensuite, la loi a évolué, et aujourd'hui, nous avons des usagers dans les commissions réglementées. Nous avons 2 usagers à la commission de la transparence. Ça, c'est la popote de la HAS. Mais en pratique, parce que parler de 2004, il n'y avait pas les réseaux sociaux en 2004, il n'y avait pas tout ça. Donc comment, aujourd'hui, concrètement, vous faites? Alors, j'y viens. Nous avons un conseil de l'engagement des usagers, qui a été créé là, il y a quelques années, qui est un conseil, comme son nom l'indique, qui réunit des usagers, et dans lequel on réfléchit avec eux comment peuvent-ils s'engager encore mieux, non seulement à la HAS, mais dans notre système de santé. Ça a contribué à l'élaboration d'un guide. Un guide, justement, pour l'engagement des usagers, qui a été publié il y a quelques mois, je veux dire, qui est cette année. Ce sont aussi d'autres mesures. Prenons la mesure, nous sommes en octobre, c'est le mois d'octobre rose. L'INCa, en mars dernier, avait lancé une plateforme de dialogue pour les femmes qui avaient subi une mastectomie, pour savoir qui réfléchissaient à une décision de reconstruction mammaire. Nous avons relancé cette plateforme. Et pour nous, c'est aussi une manière de travailler directement avec les usagers. Voilà. On n'a pas parlé de la e-santé. Vous avez quand même, je suppose, une cellule qui réfléchit à tout ce qui se passe sur Internet. Est-ce que vous y êtes présent? Mais que je comprenne ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe. Les gens, quand ils ont besoin d'avoir des recommandations, ça, ils ne vont pas aller chercher le guide. Ils vont sur Internet, ils tapent et puis ils essayent de trouver. Écoutez, est-ce que vous essayez de vous approprier ce travail? Alors, nous sommes présents à la fois sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn.
Je crois avoir lu que sur LinkedIn, on devait avoir plus de 300 000 abonnés, ce qui est quand même absolument considérable, je veux dire, là-dessus, où nous communiquons beaucoup, beaucoup. Il est facile, soit via notre site internet, soit via Google, de retrouver nos recommandations et tout ce que nous disons. Donc nous faisons ce travail, indiscutablement, avec les moyens qui sont les nôtres. Ouais. Vous avez un rôle sur la maîtrise des dépenses de santé ? Je soupçonne qu'il y a quelque chose derrière la question de M. Ortiz. Alors, voyons. M. Ortiz sait très bien que la loi de 2004, créant la HAS, avait comme arrière-pensée la régulation. C'est-à-dire que l'expertise qualité était à des fins de régulation. Alors nous ne sommes pas un outil de régulation au sens direct, hein, ça c'est très clair, mais l'ASMR dont vous me parliez tout à l'heure, les fameuses ASMR, ont une conséquence directe sur ce produit va-t-il pris en charge sur la liste dite en sus là-dedans, à quel niveau aura lieu le remboursement, c'est en fonction effectivement de notre évaluation. Mais notre action est quand même plutôt, là encore, d'aider à la décision pour la régulation et non pas un outil de régulation. L'influence de la... Oui, je vous en prie. Oui, autrement dit, vous déconnectez l'action de l'HAS par rapport à la maîtrise des dépenses de santé, alors que, par exemple, l'assurance maladie, si je ne me trompe pas, peut effectivement vous demander des travaux dans tel et tel domaine. En général, quand elle le demande, c'est qu'elle a une petite idée derrière la tête. Et que deuxièmement, il y a un financement qui est en partie, et une participation avec l'assurance maladie qui intervient. Oui. Sur quoi, le financement ? Sur l'activité de l'HAS, le financement de l'HAS, il vient d'où ? Très simple, PLFSS. PLFSS. Alors, quasi exclusivement. Donc, effectivement, il y a un lien direct avec les dépenses de santé gérées par la sécurité sociale. Alors, je peux développer ce point, monsieur Lemoine. Vous avez tous les droits. Allons-y. Vous voulez même lui dire qu'il n'est pas gentil. Hein. Non, mais c'est très bien. La HAS, pendant longtemps, a eu une activité, ce qu'on appelle notre activité de guichet, qui est l'activité d'évaluation des médicaments, qui était entre autres financée par une redevance de l'industrie. C'est-à-dire les industriels en France versaient à la HAS une somme pour qu'on évalue leurs produits de santé. Comme ça se passe quasiment partout en Europe. Bon. Il a été décidé d'arrêter ce point. Version officielle, indépendance de la HAS. Nous ne pouvons pas être payés par celui qui nous demande d'évaluer son produit. Et donc c'est la raison pour laquelle les industriels continuent à payer, mais ça arrive par un tout autre tuyau, je veux dire, à l'assurance maladie, et nous recevons, nous, via le PLFSS, qui est en discussion, ce qu'on appelle dans l'annexe 2, une dotation. C'est de l'argent qu'on a lavé, qui est propre. C'est vous qui le dites. Mais vous discutez tous les ans, enfin chaque fois qu'il y a une discussion sur le PLFSS, vous êtes partenaire de la discussion pour défendre... Alors, je ne sais pas les années précédentes, mais je vais vous dire que cette année, lorsque j'étais en commission des affaires sociales auditionné pour le poste de président, puisqu'il y a un vote des commissions des affaires sociales, j'avais d'emblée soulevé le problème, la question du budget de la HAS et la nécessité de le rebaser. En termes technocratiques, je suis désolé. Et donc, on a suivi ça de très très près et on attend la fin du vote du PLFSS. Pour le moment, il y a un rebasage et donc on est, comme on dit, vigilant. C'est combien le budget annuel de la HAS ? Alors, globalement, je vais l'arrondir à environ 70 millions d'euros. Budget annuel. 70 millions. 70 millions. Sur ces 70 millions... C'est pas énorme par rapport à d'autres pays. Ouais. C'est 450 personnes qui travaillent, je vous dis plus de 1600 experts. Ouais. Alors, puisque vous m'amenez sur ce terrain, la loi de 2004 a défini un certain nombre de missions à la HAS en un article, qui est le L161-37 du Code de la Sécurité sociale, qui a mis les articles. 19 ans après, nous sommes à la 30e version de cet article. 30e version. Par ajout de missions. Et puis il y a d'autres articles où il y a eu des missions en plus. Disons que les moyens n'ont pas suivi à la même hauteur. Voilà. Alors il y en a certains qui critiquent justement votre indépendance, transparence, légitimité. Déjà, qui vous nomme ? Ah bon ? Je pense que vous le savez, monsieur Lemoine, si vous me posez la question. Moi, je le sais, mais je pense que... Alors on va être très clair. C'est une disposition législative qui dit qu'il y a un collège de la HAS constitué de 8 membres. Le président de la République nomme le président du collège de la HAS. Donc, je suis désigné par le président de la République. C'est le président qui vous... C'est le président. Les autres membres sont désignés. L'un par le président du Sénat, un autre par le président de l'Assemblée nationale, un troisième par le président du Conseil économique, social et environnemental, et les 4 derniers par le ministre de la Santé. Alors, on peut se dire, mais est-ce que vous êtes indépendant si vous êtes Quand je vous écoute, je dis non. Enfin, les autres... Alors, moi, je vous réponds, est-ce que le défenseur des droits est indépendant alors qu'il est nommé par le président de la République ? Non, c'est vrai, mais... Bon, c'est tout. Juste... Nous sommes une autorité indépendante. Non, mais, alors, juste, est-ce que vous avez des pressions ? Non.
Vraiment ? Non. Alors ça, je peux vous garantir que non. Alors, une autorité publique indépendante... Cabinet du ministre de temps en temps ? Non. Alors, on va en parler, mais j'en ai aucune pression. Autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, les deux types, sont régis par une loi où il y a une disposition qui dit les membres de ces autorités indépendantes ne doivent ni recevoir, ni solliciter d'instruction d'aucune autorité que ce soit. Ça, c'est la loi. La loi est très claire. Personne ne doit nous donner d'instructions et nous ne devons pas en demander. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne dialogue pas. Moi, je ne vois pas comment je pourrais ne pas dialoguer avec le ministre de la Santé et connaître la politique de la santé. Mais on doit le faire en toute indépendance. L'avis qu'émet la HAS est un avis totalement indépendant. Mais totalement indépendant. En revanche, le dialogue peut porter sur l'agenda, le calendrier, la priorité, le moment où il y a une attente d'un rendu, parce que c'est une question qui est une question de santé publique. En revanche, l'avis tel qu'il est, j'insiste, il est indépendant, ce qui m'a valu un jour d'utiliser la formule qu'on était, l'HAS, le Conseil d'État de la santé. C'est-à-dire qu'on est à la fois là pour sécuriser des décisions des pouvoirs publics, mais de le faire en toute indépendance. Parfois, vos décisions sont critiquées par les professionnels de santé, les associations de patients. Vous recevez ces critiques ou... Oui, bien sûr. Ouais. Ah, bien sûr. Mais... Je pourrais donner un exemple précis. Pendant la période Covid, il y a un médicament qui a été... vous avez donné le feu vert à l'utilisation d'un médicament, alors que les études scientifiques suggéraient qu'il n'était pas efficace. Donc ça, c'est dans l'inverse. Ouais, écoutez, je ne sais... Vous n'étiez pas là. J'étais pas là. Ce que je sais, c'est que pendant le Covid, il y avait une pression qui est obligée de travailler très vite, mais qu'il y avait des consensus d'experts, néanmoins des gens sérieux. Et j'imagine que si l'avis a été rendu, c'est qu'il y avait des arguments pour rendre un avis dans ce sens-là. C'est tout. Vous savez, la HAS reçoit environ 3000 courriers par an. 3000 courriers par an, la HAS, d'usagers du système de santé, et qui peuvent aller depuis une critique sur un médicament parce que l'évaluation ne leur convient pas, jusqu'à une critique parce que dans tel établissement de santé, le père ou la mère de la personne qui nous écrit a été mal soigné, voire jusqu'à des courriers... Je vais vous dire, ça me surprend. 3000, je trouve ça pas beaucoup compte tenu de tout ce qu'on entend. C'est vrai ? Ouais, mais c'est déjà beaucoup pour vous. Vous en auriez 10 000, ce serait pire. Mais enfin, c'est quand même la santé. Si on va jusqu'aux gens qui critiquent le système de santé pour leurs parents et tout ça, on est inondé. Nous, on est inondé de ce genre de témoignages. Moi, je recevais un courrier d'une personne qui disait mon père, à tel âge, n'a plus de médecin traitant. Oui, ça, si vous dites que vous répondez à ce genre de courrier-là, je peux vous garantir que allez pas voir votre boîte lettre demain. Hein. Malheureusement, nous, on n'est pas acteurs là, on n'a pas prise là-dessus, mais c'est pour dire qu'on reçoit ce type de courrier. Une des critiques, justement, vous parliez de la certification des établissements, tourne autour de ça. Un certain nombre d'affaires ont défrayé la chronique, y compris des établissements de soins qui ont poursuivi des activités de cancérologie alors qu'ils étaient en dessous du seuil. Vous savez qu'il y a des seuils minimaux pour avoir une activité de cancérologie en fonction des différentes spécialités. Or, ces établissements-là ont été certifiés par la HAS, et de temps en temps, on voit dans les journaux cette critique-là. Donc, on a l'impression qu'il y a une déconnexion entre ces certifications d'établissements et des affaires qui, après, défrayent la chronique. Alors, depuis que je suis en place, et lorsqu'il y a une affaire, comme vous dites, qui défraye la chronique, il y en a encore une il y a quelques semaines, ma première question, je me retourne vers le service de certification. La HAS a-t-elle certifié cet établissement ? Donc, ce sont des questions pour moi majeures. Pour le moment, dans les affaires graves récentes, ce sont des établissements qui n'ont pas été certifiés ou qui étaient certifiés sous conditions. Vous êtes passé entre les gouttes, parce qu'il y en a eu. Oui, mais pour le moment, j'observe que ça... La question, M. Ortiz, elle est importante, celle des seuils. Effectivement, des seuils d'activité. On pourrait parler des maternités aussi. Hein, absolument, c'est pareil. C'est la même question. Ce n'est pas nous qui élaborons les seuils, et comme j'ai dit, nous n'avons pas de pouvoir de sanction sur cette question-là. Nous ne l'avons pas. Il faut savoir que sur les seuils, ma prédécesseur, et donc le collège du temps de ma prédécesseur, était très critique sur l'élaboration de seuils. Pour des arguments qui étaient de dire, si l'établissement il doit faire tant de chirurgie par an, il est en dessous, il risque de créer certaines fois des indications d'intervention pour arriver au seuil, et ce ne serait pas mieux en termes de pertinence de prise en charge. Et je pense qu'il faut entendre aussi ces arguments-là. Mais c'est un autre débat. Moi, je suis très sensible à ce que vous dites, mais je l'aborde un peu autrement. Dès lors qu'on a nos 3000 courriers par an, on a des courriers sur des établissements que nous allons être amenés à certifier, qui vont être soumis à certification. Et donc, j'ai fait une réunion il y a 2 semaines, demandant que très clairement, que devenaient ces courriers par rapport au devenir de la certification, de manière à ce qu'ils soient pris en compte
par les experts pour voir si c'est vraiment fondé ou non fondé, parce qu'on c'est pas parce qu'on a reçu un courrier que c'est forcément fondé. Je dirais, on va dire que c'est présumé, en l'occurrence, et qu'on le sache et qu'on puisse aller creuser cette question-là, non pas dans un esprit d'inspection, mais voir si on retrouve dans la certification des éléments cohérents. En clair, vous encouragez les gens à écrire des courriers, parce que c'est vrai que ça faudrait qu'on compare nos lettres extrêmement nombreuses qui arrivent de gens qui sont un peu désemparés devant l'attitude de certains professionnels. Est-ce que vous, c'est une vraie source d'information pour vous? Ça l'est. Ça l'est. On peut pas le nier, je veux dire. Hein. Et vous évoquiez les réseaux sociaux tout à l'heure. C'est important pour nous, même s'il y a des exagérations. De regarder. Oui, de regarder. Ouais. De regarder. Et je veux dire, on regarde de très près parce que certaines fois, il y a quand même ce qu'on appelle les articles 40 du Code de procédure pénale, suite à ce que nous apprenons par des courriers. Voilà. Je voudrais revenir sur la pertinence des recommandations. Oui. On a parlé tout à l'heure de la difficulté de faire rentrer les recommandations dans la pratique quotidienne, mais des professionnels de santé critiquent les recommandations en disant qu'elles sont en décalage par rapport à leur pratique quotidienne et quelquefois qu'elles n'ont pas suffisamment évolué avec l'évolution des données de la science et de la pratique quotidienne. Comment voyez-vous l'évolution de ces recommandations pour que ça colle mieux à la pratique et que ça colle mieux à l'extraordinaire évolution des choses et à l'innovation? Bon. L'actualisation, je réponds sur la deuxième partie. L'actualisation, pour moi, c'est le lien avec les sociétés savantes. Voir est-ce qu'il y a des données nouvelles qui justifient qu'aujourd'hui on les actualise et comment est-ce qu'on peut le faire ensemble de plus en plus. Donc ça, j'y ai déjà un peu répondu tout à l'heure. Sociétés savantes ou conseils nationaux professionnels? Alors ça c'est la question. Nous allons recevoir les CNP. Parce que les CNP, ils sont institutionnalisés. C'est assez simple. Hein. Et puis c'est pas à vous, monsieur Ortiz, qui je rappellerai la composition des CNP. Les sociétés savantes, ils sont pas seuls, avec les syndicats et avec les enseignants, nous le savons, là-dessus. Mais moi, ma porte d'entrée aujourd'hui sont les CNP, et ensuite peut-être qu'eux-mêmes nous orienteront vers les sociétés savantes. Non, je reviens quand même sur le premier point. Avant que je ne prenne mes fonctions, j'avais bien regardé les recommandations. Ce qui me frappait dans les recommandations de l'HAS, c'est, je dirais, leur robustesse, leur solidité. Elles sont très bien rédigées. Mais c'était aussi leur longueur. Je trouvais qu'un certain nombre de ces recommandations étaient trop longues pour qu'elles puissent être appropriées facilement par le professionnel et qu'il ne se sente pas déconnecté. Il n'est pas là pour avoir un nouveau cours sur la question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles débutent par des résumés, des synthèses, qui peuvent, à mon avis, être encore réduites. C'est encore très long, les résumés. Elles font bien 2 pages facilement. Et il faut qu'on arrive à les réduire encore, je suis d'accord. Toutes les recommandations, une traduction grand public? Vous savez que les recommandations ne sont pas opposables de la HAS. Ouais. Je vous le rappelle. Donc, oui, elles ne sont pas dans le droit. Mais à partir du moment... Non, mais je veux dire, quand vous avez... C'est parfois difficile à comprendre pour un professionnel. Je ne voyais pas votre question. Non, pardonnez-moi. Nous faisons tout pour qu'elle le soit, parce qu'il y a des relectures, nous avons des comités de relecture, et il y a des usagers. Ouais. Donc j'espère qu'ils nous font bien le retour pour savoir si c'est compréhensible ou non. Il y a un débat pour dire ministre de la Santé... médecin ou énarque? Bon, vous entendez celui-là. Président de l'HAS, toujours un médecin? Pour le moment, je suis le 5e président de l'HAS et le 5e médecin. Et c'est important pour la légitimité auprès des usagers que ça soit quand même les professionnels de santé qui dominent l'HAS? Alors, d'abord, aujourd'hui, sur les 8 membres du collège, je compte la 8e membre, Isabelle Adno, qui a récemment démissionné pour des raisons personnelles. Sur les 8 membres, 5 professionnels de santé, 3 non-professionnels de santé. Donc, ce qui veut dire déjà quand même qu'il y a un équilibre. La santé n'est pas la propriété que des seuls médecins, ni que des seuls professionnels de santé. Donc, moi, je me réjouis le fait que la HAS, qu'au collège, il y ait des non-professionnels de santé. Alors maintenant, la présidence, le moment, visiblement, n'est pas encore venu. On n'était pas encore venu pour nommer un non-médecin président de la HAS. Mais c'est une question qui un jour se posera. C'est une question ça paraît difficile quand même. Donc, ça a toujours été des PUPH. Ça a toujours été des PUPH. PUPH, pour ceux qui ne sauraient pas, ce sont la crème des hospitalo-universitaires. Je ne sais pas si c'est la crème, je c'est les profs de médecine. Parisien. Pas toujours d'ailleurs, ça n'a pas toujours été des PUPH non, parisiens. Jean-Luc Arrousseau n'était absolument pas parisien, il était nantais. Et moi je n'étais pas parisien, j'étais lyonnais. Je le rappelle. Non, vous savez, sur les 5 présidents de la HAS, 3 étaient des cancérologues. Hémato, cancéro, 3, ce qui est quand même assez intéressant. Laurent de Gauss, Jean-Luc Arrousseau et Agnès Buzyn. Une était médecin nucléaire, puis moi j'arrive après avoir été 10 ans conseiller d'État.
C'est-à-dire que je me retrouve avec j'étais 21 ans PUPH, avant d'être 10 ans. Quelle spécialité vous aviez ? J'étais en otorino. Et donc, je me retrouve là-dessus, ce qui est une vision très différente, je veux dire, de la HAS, qui n'est pas uniquement centrée sur les molécules onéreuses en cancérologie, mais elle l'est entre autres. Voilà. Sur l'utilisation des données de santé, en particulier pour élaborer vos recommandations, vous vous basez surtout, j'imagine, sur les données du PMSI, issues des établissements de soins. Est-ce que vous arrivez à intégrer la pratique en ville, autrement dit, des données issues de la médecine de ville, et je pense en particulier aux liens, recommandations professionnelles et utilisation de ces recommandations? C'est l'ex-président de la CMF qui défendait trop. Bon, nous avons une mission data, comme on dit aujourd'hui, qui va chercher auprès du Health Data Hub un grand nombre d'informations. On va chercher les informations de l'assurance maladie. On a des données de ville. Le problème des données de ville, sauf erreur, c'est qu'il nous manque souvent les diagnostics dans les données de ville. On connaît la consommation de produits, on a le suivi, le parcours du patient, mais on n'a pas toutes les informations. Alors que lorsqu'on sont les données hospitalières, on a des informations sur l'indication. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez, il y a eu 2 travaux très intéressants dans ces 6 derniers mois de la HAS là-dessus. Un sur le parcours de santé du patient présentant une atteinte d'épilepsie, et un autre sur les épaules douloureuses, on va dire, et les prises en charge. Je vais répondre juste sur le premier. Il montrait à partir des données que 25% des premières prescriptions d'antiépileptiques, la primo-prescription, étaient réalisées par un généraliste, sans que le patient n'ait vu de neurologue, ni dans les 6 mois qui précédaient, ni dans les 12 mois qui suivaient. Et là, ce sont le type d'informations qu'on a grâce aux bases de données qu'on va chercher. On a le diagnostic via la prescription, primo-prescription d'antiépileptiques, et on peut suivre totalement ce que fait le patient. Mais où je vous suis, on manque encore d'informations sur la ville au travers des indications. Ce sont des informations indirectes. Ceci étant, vous avez en ville l'ensemble de l'activité médicale, en particulier les données issues de la CCM, que vous n'avez pas forcément dans les données hospitalières, puisque les cotations des actes CCM ne sont pas ni obligatoires, ni systématiquement faits. Donc on voit bien que sur les datas, vous pourriez probablement mieux utiliser des datas que détient l'assurance maladie. Oui. Mais on est vraiment en contact avec la CNAM pour tout cela, et on accède à leurs données en accord avec eux. Et d'ailleurs, je prends le parcours, je parlais des patients atteints d'épilepsie, c'est un travail réalisé conjointement avec la CNAM, pour cette raison-là. Donc on parle un tout petit peu encore de la dérive du marketing pharmaceutique. Nous, on a vu évoluer les médicaments qui étaient vendus par l'industrie pharmaceutique. On est passé des blockbusters, des médicaments l'hypertension, cholestérol, avec des hordes de visiteurs médicaux, à maintenant un marketing de niche, où c'est des médicaments extrêmement chers pour des populations extrêmement réduites. Et là, les enjeux sont extrêmement importants. Comment vous êtes vigilant sur ce dossier-là ? Il se trouve que j'ai coordonné le Conseil stratégique des industries de santé de 2016. Et revenant dans le milieu de l'industrie, ce qui m'a frappé, c'est 7 ans après l'évolution dont vous parlez. Vraiment totale, où les industriels sont, comme vous dites, sur des niches, des maladies rares ou des maladies fréquentes, mais dans lesquelles on va aborder juste le patient qui a telle altération génomique que l'on peut vraiment identifier, et avec une production, et avec un coût considérable du traitement. Ça fait partie vraiment des innovations. D'ailleurs, aujourd'hui, nous, on prend acte. C'est difficile de prendre des décisions là-dessus. On prend acte. Ça dépend de quel type de décision. L'évaluation du produit, on sait faire. Ouais. Ça, c'est le métier de la HAS, je veux dire. Ensuite, c'est la question, elle est une question beaucoup plus de santé. Vous savez, on a tendance à rappeler que le premier poste de dépense de l'assurance maladie, c'est la psychiatrie. Donc l'ensemble psychiatrie et santé mentale. Je ne sais pas s'il y a eu des avances, des innovations en psychiatrie médicamenteuse depuis 20 ans. Oui. Voilà, je ne le sais pas. Et allons plus loin. Les biomarqueurs qu'on utilise beaucoup en cancérologie, qui ont été une avancée considérable, y a-t-il l'équivalent de biomarqueurs en psychiatrie ? Et la crainte, par rapport à votre question, c'est que dès lors qu'on s'intéresse à des niches en termes de pathologie, on passe à côté ces pathologies qui sont considérables en nombre de patients, et qui ont été les blockbusters. Je pensais aux benzodiazépines et d'autres, il y a 50 ans. On parle du retour des blockbusters dans l'Alzheimer, dans effectivement la psychiatrie, mais pour le moment, il n'y a rien. Non. Non. Je voulais vous poser une question par rapport à l'utilisation de tous ces travaux de la HAS par le grand public. Oui.
On a beaucoup parlé de l'affaire Dupont, où effectivement les classements Dupont, qui était d'ailleurs le numéro probablement le plus vendu du Point de l'année. Et c'est vrai que, curieusement, ça intéressait les usagers du système de santé, les patients, mais aussi les professionnels. Oui. Et depuis qu'on n'a plus le numéro du Point, on est un peu frustré. Alors, moi, la question que je me pose, vu l'ensemble des efforts que l'HAS déploie en matière de qualité, en matière de certification des établissements, etc., comment l'HAS pourrait jouer ce rôle d'information simple, utilisable par le grand public, parce que la grande critique qui est faite, c'est « ouais, mais l'HAS, vous comprenez, c'est trop compliqué, on ne comprend pas bien, etc. etc. » Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous allez faire le classement du Point par l'HAS ? Alors, vous savez, on a tendance à dire à la HAS que la certification des établissements de santé, c'est pas un palmarès, c'est pas une inspection. C'est vrai. C'est pour une mesure et pour que l'établissement améliore cette mesure. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 mentions à la certification. Aujourd'hui, toute personne en France peut savoir comment l'établissement de santé, où il va peut-être être amené à être pris en charge, a été évalué et certifié. On a ce qu'on appelle le Qualiscope. Non mais attendez, Monsieur le Président, si vous avez un problème de santé dans telle ou telle ville, oui. Je ne vous le souhaite pas, mais je peux avoir une suspicion d'infarctus du myocarde ou un problème cancérologique ou autre, c'est pas avec la certification des établissements de la ville que vous allez pouvoir vous orienter pour ce que vous considérerez être la meilleure prise en charge. Est-ce que vous allez jusque dans les services ? Non. Alors c'est là où vous en venez. Nous n'allons pas jusqu'au service. Oui. Nous évaluons un établissement. Si le circuit des médicaments dans l'établissement, imaginons qu'il y en ait qui pourraient avoir encore des médicaments périmés dans un réfrigérateur, c'est quand même un mauvais signe pour l'établissement. On peut difficilement dire le contraire. Oui. On doit le prendre en charge. Mais aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, l'établissement en tant qu'établissement, son évaluation est accessible à tous. Le site, je dis, Qualiscope, on a l'information. Alors, aller jusqu'au service, ça amène une question que vous ne m'avez pas posée sur l'accréditation des médecins. J'allais y venir. Alors j'attends. On va terminer par ça. Allons-y. Justement, actuellement, il y a l'accréditation des médecins dans le cadre des spécialités à risque, anesthésie, chirurgie, etc. La certification périodique devrait se mettre en place dans les mois à venir, il y a 6 ans, donc plus le décalage pour ceux qui sont en activité, en réalité ça fait 9 ans. Bref, comment vous allez articuler l'utilisation des recommandations, la bonne pratique professionnelle, tout ce rôle de l'HAS dans les établissements de soins avec cette certification périodique de chaque professionnel de santé. Là, on n'est même plus à l'échelon du service, on est à l'échelon individuel. Comment vous allez articuler et faire le lien ? Parce que finalement, on est dans la même logique. Alors rappelons que la certification périodique, c'est une obligation législative pour tout professionnel de santé, des 7 professions qui ont un ordre, pour simplifier. C'est une obligation. La HAS n'intervient pas du tout, sauf très en amont. La HAS a été désignée comme devant élaborer la méthodologie, tenez-vous bien, d'élaboration des référentiels de certification par les CNP. Elle l'a fait. Elle l'a fait il y a un peu plus d'une année. Bon. Ensuite, il y a l'accréditation des spécialités à risque. Là, c'est sur une base volontaire. Ça ne concerne que les médecins de certaines spécialités. À peu près 35 000 médecins en France sont éligibles. 9 000 sont dans la démarche d'accréditation. 9 000 sur 35 000. Et donc, pour répondre à votre question sur la certification, moi, je trouverais très pertinent que dans la certification des établissements de santé, il y a un critère, pourcentage de professionnels accrédités par rapport au nombre de personnes susceptibles de l'être parce qu'ils seraient éligibles. On verrait un établissement, vous avez 85% des médecins qui pourraient être accrédités qu'ils sont, et un autre, il y en aurait 20%. C'est tout. Et je crois que ça le serait. Alors ensuite, il y a l'articulation avec la certification périodique, mais ça, c'est une autre question. Sauf que vous savez que pour la certification, l'accréditation des spécialités à risque, en hospitalisation privée et donc pour les spécialités à risque en libéral, ils ont un intérêt financier, puisqu'il y a une participation pour la prise en charge de l'assurance RCP, ce qui n'est pas le cas en hôpital public. Oui, mais vous pourriez imaginer un autre avantage. Il est prévu que l'accréditation, le texte dit, je suis désolé de revenir au texte, que l'accréditation est prise en compte au titre de la certification périodique. Donc on pourrait très bien concevoir, s'il y avait un modèle d'accréditation, et nous y travaillons, on y a travaillé, qui ressemble à celui de la certification périodique, qui pourrait permettre aux médecins, là on est sur les médecins, accrédités, d'obtenir une certification périodique beaucoup plus facilement. Et là, ça pourrait encourager le public à le faire. On va arriver aux conclusions, mais vous auriez pu, je vous défends, vous auriez pu répondre à l'ancien président d'un syndicat que les syndicats dans la certification, dans tout ça, ont souvent été des freins.
Non, c'est pas tout à fait vrai, Oh, Jean-François. Et l'ancien président de la CSMF que je suis avait beaucoup travaillé. Vous, oui, mais vous ne représentiez pas l'ensemble du monde. C'est vrai, c'est syndical, vrai, hein, c'est vrai. Mais même si ça vient de- Monsieur Lemoine, je vous aurais répondu, nous sommes une autorité indépendante, mais je me sens une obligation de réserve sur cette question. Bon, bah écoutez, d'abord, je dois vous dire une chose. On craignait un petit peu que vous nous sentiez trop critique. On a essayé de ne pas l'être trop. Merci. Et j'ai trouvé que vous étiez plutôt excellent dans l'exercice de défense de la HAS. Alors donc, dire que vous étiez de lents conservateurs, ça ne sera pas la conclusion. C'est ce que certains voulaient que je vous dise. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'on sent avec vous. On va conclure. Et je vais d'abord demander à Jean-Paul Ortiz de me donner sa conclusion sur cette émission. Moi, je trouve que c'est intéressant de voir l'étendue de l'activité de la HAS, qui souvent est critiquée comme étant encore un machin bureaucratique. Et il me semble que le nouveau président que vous êtes est tout à fait conscient de la simplification et de la communication qui doit être enfin celle de la HAS auprès des professionnels et des usagers. Alors, j'attends les résultats et il faudra peut-être qu'on en reparle. J'ai le même sentiment. On se demande comment vous pouvez manipuler un tel, alors on va pas dire les termes qu'on dit d'habitude sur l'éducation nationale, tout ça, mais ça paraît tellement immense que vous avez à faire que c'est un gros boulot. Et je vais vous demander de conclure en disant que j'étais ravi de cette conversation. Écoutez, je vous remercie. Je voudrais dire sur le dernier point que je m'attendais en arrivant à la HAS à avoir une très belle maison. Elle est encore plus belle que ce que j'imaginais. Parce que la qualité des personnes et leur engagement sur la qualité de leur travail est vraiment exceptionnel. Et je sais que je ne vais pas dire que je les brutalise, mais je les brusque un peu en disant il faut aller plus vite. Parce que le milieu nous demande d'aller plus vite dans des recommandations. Et que ça se heurte au fait, mais est-ce que ça ne va pas être au prix de la qualité ? Je ne serai pas le président qui dégradera la qualité. Pour moi, c'est la priorité. En revanche, je serai celui qui sera vraiment à l'écoute de ce qui se passe hors de la HAS. Et vous viendrez nous le dire, parce que cette émission Avec plaisir. est pour vous. Messieurs, je vous remercie. Cette émission est terminée. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro de La Santé en question. En attendant, portez-vous bien.